Alors, merci à vous 5 d'être présents. Donc, dans cette table ronde, on va s'intéresser au retour d'expérience dans les caisses d'alimentation à Montpellier et à Toulouse. Donc, en plus des caisses toulousaines, on a choisi d'en discuter avec des représentantes de la caisse commune de Montpellier, qui est une voisine bien plus en avance sur son fonctionnement, puisqu'elle est active depuis janvier 2023 et elle contribue à une meilleure alimentation pour plus de 400 foyers aujourd'hui. Et donc, à travers nos échanges, nous allons chercher à nous plonger au cœur du fonctionnement des groupes d'habitants qui ont monté les projets. Donc, pour les caisses toulousaines qui se lancent aujourd'hui, ce sont 2 groupes d'une vingtaine d'habitants qui se retrouvent encore aujourd'hui 2 fois par mois au nord de Toulouse et à Ramonville. Et à Montpellier, ils sont une quarantaine tous les mois. Et donc, ces citoyens, ils se réunissent pour apprendre sur les systèmes alimentaires, pour partager des repas parfois et pour décider de ce à quoi ressemblera leur caisse commune de l'alimentation. Alors, qu'est-ce que ça fait de participer à de tels projets et comment on parvient, en groupe, à construire une caisse d'alimentation ? Donc, pour répondre à cette question, nous avons avec nous d'abord 3 membres participant au projet de création des caisses. Eric Boy, qui est membre de la Kalimpot, qui est la caisse sud de Toulouse. Lenka Vural, qui est membre de la caisse nord. Michaëlé Moine-Séram, qui est membre du comité citoyen de la caisse de Montpellier. Et nous accueillons également pour discuter des recherches associées à ces projets Pauline Scherer, qui est sociologue travaillant notamment sur le développement d'une démocratie autour de l'alimentation sur la base de la Caisse alimentaire de Montpellier, et Marjorie Roussel, qui est étudiante en sociologie de l'alimentation, ayant réalisé un stage de recherche de 6 mois à l'INRAE sur le projet de recherche-action Caisse-Alim et citoyenne à la Caisse Est depuis 1 an. Et donc, à travers leur travail, ces 2 chercheuses, elles ont pu observer de près les dynamiques en place dans les groupes citoyens tout au long du processus de création des caisses. Donc, merci à tous les 5 d'être présents et présentes. Et donc, pour commencer, j'aimerais poser ma première question aux membres des caisses d'alimentation. Est-ce que vous pourriez nous raconter rapidement comment est-ce que vous avez connu votre caisse et pourquoi vous avez choisi d'y adhérer ? Qui veut commencer ? Ah, c'est bon ? Oui. Donc voilà, je fais partie, vous savez, de la famille à Bartimée. Dans les grandes lignes, c'est une association qui accueille un certain nombre de personnes en précarité, assez large. Donc du coup, donc c'est un membre de la famille à Bartimée qui m'avait parlé de la caisse Alim au sujet de l'alimentation. Vu qu'ayant que tout ce qui est alimentation, le fait de bien manger, c'était pas quelque chose pour moi de prioritaire, c'était pas le plus important. Parce que pour moi, il y avait un manque qui était beaucoup plus important que la malbouffe, parce qu'on s'habitue quand on mange pendant plusieurs années. Bref. Et donc, du coup, attendez, je perds le fil. Donc, du coup, je suis allé voir ce Kalimpot par rapport à... Pour parler à vous, j'ai du mal. Pour parler de ce sujet. Donc, du coup, je suis allé sans conviction. Après, ce sont des gens que je ne connaissais pas trop, donc au niveau de l'intégration, j'ai eu un peu plus de difficultés. Et le fait qu'après qu'il parlait de soutenir les petits producteurs que le gouvernement a mis de côté, et en plus de ça, en parallèle, il se préoccupait des gens qui étaient en précarité et le souci de leur mauvaise alimentation. Et le fait d'avoir le droit de pouvoir aussi, nous, en tant que gens précaires, de pouvoir s'alimenter correctement et de mettre en place un système de sécurité sociale alimentaire pour avoir le droit de bien manger. Donc du coup, ce projet-là m'a intéressé et puis je me suis adhéré. J'ai essayé d'être le plus présent possible à toutes ces réunions pour poursuivre ce projet. Merci. Alors bonjour, je suis Lenka Vural. Je fais partie de la Caisse Alim Nord de Toulouse. Je suis sur Bordeaux. Je m'entends ? Vous m'entendez ou pas ? Oui ? Alors, je reprends. Donc, Caisse Alim Nord Toulouse. J'ai connu ce projet
lors de l'inauguration de Eden. C'était en octobre 2024, je crois. Non, 2022, donc ça fait 2 ans que j'y suis. J'ai fait les ateliers d'appropriation sur les enjeux de l'alimentation depuis le début. Je trouve que c'est un super projet, qu'on doit tous le faire connaître, y participer, parce que c'est vital. C'est vital pour nous en tant qu'humains, en tant que mangeurs, mangeuses, en tant que citoyens, citoyennes, et c'est vital pour la planète, pour tous, pour notre monde, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que j'adhère à ce projet et je continuerai à me battre pour ce projet, tout simplement. Merci. Et Michaëlé, pour terminer ce petit tour, comment est-ce que vous avez connu la Caisse de Montpellier et qu'est-ce qui vous a séduite, qui a fait que vous êtes restée, vous a donné envie de vous impliquer? Eh bien, voilà, je suis retraitée, j'ai 76 ans. Mon mari, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, a dû à un moment être accueilli en EHPAD. Et comme peu de monde le sait, mais quand une personne est accueillie en EHPAD, tous ses revenus partent à l'EHPAD. Et moi, qui avais une toute petite retraite de moins de 700 €, je me suis retrouvée à aller au Secours populaire pour me nourrir. De façon à... Déjà, mes enfants me prêtaient un appartement parce que j'avais dû quitter le mien. Et pendant 2 ans, je me suis nourrie exclusivement de boitage fourni par le Secours populaire. Et le Secours populaire m'a fait connaître un groupement d'achat qui revend à prix coûtant des produits bio dans les quartiers, dans 4 quartiers prioritaires de la ville de Montpellier. Et par eux, j'ai connu un projet de caisse alimentaire. De savoir que ce serait nous, citoyens, qui pourrions décider pour d'autres citoyens sans qu'on ait à nous dire comment faire, je trouvais l'idée géniale et tellement innovante. Donc, les animateurs ont fait connaître un peu la caisse, ont demandé à des bénévoles, des habitants bénévoles de Montpellier, de faire partie du comité citoyen, qui est l'instance qui gère la caisse, qui prend les décisions concernant la caisse, que ce soit au niveau cotisation, conventionnement et tous les autres sujets qui y sont liés. Donc en octobre 2022, nous avons commencé nos réunions de comité citoyen. Nous avons fait venir des spécialistes pour nous aider à mieux comprendre, à appréhender tous les sujets. Nous étions 47 dès le départ et c'est ensemble que nous avons essayé de construire cette caisse. En janvier 2023, la caisse a été lancée sur Montpellier. Et donc, c'est basé sur la cotisation. Le micro. Il s'est éteint. C'est basé sur la cotisation et sur le conventionnement. La cotisation qui est libre, chacun le définit sans qu'on ait à procurer de justificatif. Ça se fait sur la confiance. Ça, c'est tout à fait innovant également. Et le conventionnement, ce sont des membres du comité citoyen qui sont allés prospecter et visiter toutes les structures dans lesquelles nous pouvons dépenser, parce que voilà, la cotisation nous donne droit à l'équivalent de 100 €, sans MONA également, chaque mois par foyer, et donc à dépenser exclusivement dans des lieux conventionnés par nos soins. Au départ, il y avait 4 lieux. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, oui, nous avons 13 lieux de distribution et 35 producteurs. Donc ça va très vite. Voilà, ça avance. On peut dire que, contrairement à ce qu'on pensait au début, la cotisation est quand même assez importante. Ça représente à peu près 60% du budget
qui a été alloué à la caisse. 20% ce sont des fonds publics et 20% des fonds privés. Et donc là, nous allons entrer dans la deuxième phase dont Pauline vous parlera mieux. Merci. Dans un deuxième temps, je vais m'adresser à vous, les chercheuses. À travers vos études et les témoignages que vous avez reçus, quelles sont les motivations principales qui font que les participants, les habitants des villes, ils s'impliquent dans le temps ? Ça marche, ok. Alors, il y a des principales motivations à ce que les participants s'impliquent dans le temps. Moi, j'en ai trouvé notamment 3 de par mes enquêtes, ces dernières enquêtes sur ces 6 derniers mois. Une des principales motivations à participer, c'est une volonté en fait, de dépasser les divisions socio-économiques qu'il peut y avoir au sein des groupes et qui sont induites par... traditionnellement induite par l'organisation du système alimentaire actuel qui est clairement à plusieurs vitesses. Et en fait, ces personnes-là expriment ça de la manière qui est de vouloir sortir de l'entre-soi pour les personnes qui, justement, ont déjà un accès à une alimentation durable, ont les moyens financiers, ont les moyens aussi environnementaux, c'est-à-dire que quand il y a un environnement qui est propice à pouvoir consommer et acheter des aliments comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Versus ce qu'on appelle les bourbiers alimentaires, donc ce qu'on peut aussi retrouver à Toulouse, notamment dans le nord de Toulouse, dans les quartiers est. Voilà. Et il y a une autre chose aussi pour dépasser cette division sociale, c'est quelque chose qu'on a retrouvé systématiquement, enfin quasiment systématiquement dans beaucoup de témoignages, c'est la convivialité. Beaucoup viennent pour ça, pour la convivialité, et même si de base c'était pas l'élément principal, c'est ce qui a finalement fait le ciment des groupes, et c'est ce qui fait que les gens reviennent dans le temps. Et voilà, cette convivialité, elle se matérialise par pas mal de choses, enfin, un accueil assez chaleureux, il faut le dire. Il y a des apéros à chaque fois. Donc forcément, la nourriture, ça tisse des liens. Donc voilà, donc là, la convivialité, s'il y a vraiment une des premières choses que je pourrais dire dans les motivations à participer, c'est celle-ci. Ensuite, il y a voilà, des motivations à participer peut-être un peu plus militantes, avec des profils voilà, un peu plus ancrés dans l'écologie, et aussi sur ce côté en lien avec le pouvoir décisionnel, le pouvoir citoyen, vouloir se réapproprier le système alimentaire, mais tout ça en incarnant des valeurs de justice sociale. Voilà, c'est des termes qui reviennent assez souvent, la justice sociale, la durabilité économique, voilà, et le besoin de solidarité. Voilà, donc ces citoyens qui ont construit ces caisses, parce que moi j'ai appelé les citoyens bâtisseurs de ces caisses-là, agissent en fait en réponse à ces valeurs-là que je viens de citer. Et évidemment, et une des motivations qui n'est pas des moindres, c'est enfin, le pourquoi de participer, justement, c'est aussi comme une opportunité, évidemment, de garantir un accès à une alimentation de bien meilleure qualité, en sortant, ce que je viens de dire, des bourbiers alimentaires pour certains, avoir accès à une alimentation de meilleure qualité. Donc voilà pour les principales motivations à participer. Pauline, est-ce que vous avez quelque chose de complémentaire ? Oui, bonjour. Peut-être déjà, je voulais juste dire un petit mot d'intro, c'est que le fait de venir ici aujourd'hui, c'est assez émouvant finalement pour moi et peut-être pour Michaëlé aussi, parce que ça nous projette un peu 2 ans en arrière quand on a lancé la caisse à Montpellier, et pour vous dire qu'il s'est passé depuis 2 ans des choses absolument incroyables qui nous ont tous transformés. Qui qu'on soit dans le projet. Moi, j'étais un peu à l'initiative au départ, mais c'est vrai que ça a été vraiment voilà, une expérience humaine avant tout et politique très importante, en écho aussi à ce qui a été dit sur la première table ronde qui était très politique aussi. Donc nous, sur la caisse de Montpellier, donc voilà, Michaëlé l'a dit, il y a à peu près 380 foyers qui participent et on a aujourd'hui 61 membres au comité citoyen. Alors, on peut dire déjà qu'il y a une majorité de femmes.
déjà dans le comité citoyen, mais aussi dans les participants inscrits, même si c'est tout le foyer qui s'inscrit. Il y a à peu près 1200 personnes qui sont touchées, on va dire, par l'expérimentation. Et puis, on a aussi dans le comité citoyen, mais aussi dans les participants, une surreprésentation, on va dire, de personnes qui vivent la précarité par rapport à la population générale, même si on a eu une démarche dans l'initiative de Montpellier, un peu d'échantillonnage, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des participants pour avoir une certaine représentativité en termes d'âge et de revenus. Voilà. Mais il y avait un choix qui a été fait du comité citoyen de quand même pouvoir faire en sorte que cette expérimentation, même s'il y a un côté laboratoire, recherche, etc., qu'elle puisse aussi être utile ici et maintenant à un maximum de gens. Et je pense que ça, c'est très important dans la logique aussi d'expérimentation. Oui, il y a un côté, on fait de la recherche, mais il y a aussi un côté, on agit ici et maintenant sur notre territoire pour changer les choses. Ça, c'est assez important. Alors, qu'est-ce qui motive les gens à venir? Donc nous, on a deux profils, entre guillemets, qui ressortent, même si bien sûr qu'il y a toujours une grande diversité de motivation et de personnes, c'est important. On va dire un profil plutôt militant. Nous, on part au départ d'un collectif d'acteurs où on va retrouver des associations, effectivement, comme VRAC, comme le supermarché coopératif de Montpellier, boutique de producteurs, secours catholique, etc. Donc on a des militants de l'alimentation, clairement, qui sont là et pour qui venir dans la caisse, c'est un prolongement de leur militantisme pour essayer de faire vivre leurs convictions de manière encore plus forte que ce qu'ils faisaient avant. Et puis on a un autre profil qui ressort qui est des gens qui sont concernés directement par la précarité et à qui on a pu présenter le projet dans une association de quartier, dans une association d'aide alimentaire et qui viennent par intérêt pour l'alimentation et pour la solidarité puisqu'ils sont concernés directement. Et puis, on a noté aussi qu'on a des profils de personnes qui vont avoir des pratiques alimentaires très différentes. Nous, par exemple, on a identifié dans le comité citoyen au moins 5 profils différents de pratiques alimentaires, on va dire, initiales, avant d'entrer dans l'expérimentation. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens restent? Parce que voilà, c'est bien de lancer les choses. Et quand on a lancé la caisse il y a 1 an et demi, c'était un événement incroyable. Mais pourquoi les gens restent? Alors, on a identifié plusieurs dimensions. D'une part, ça a été dit tout à l'heure, la convivialité, la garde d'enfants, le partage du repas, des choses qui peuvent paraître simples, mais qui en fait sont absolument essentielles. Et puis, je pense que, en tout cas, ce qui ressort dans les entretiens et dans les données qu'on a pu recueillir, c'est cette dimension, je dirais, éducation populaire, qui, pour certains et certaines, a été une découverte. Le côté action collective, on se retrouve, on échange des savoirs, on parle de son expérience, le tout animé avec des méthodes, avec des outils. Alors, c'est pas l'outil qui fait la chose, mais en tout cas, cette idée qu'il y a une égalité des savoirs. Et ça, je pense que c'est absolument primordial quand on parle de démocratie. Dans le comité citoyen, Michaël l'a dit, on a eu beaucoup d'intervenants, on a eu des chercheurs, on a eu des médecins, des experts en différents domaines, mais on a toujours veillé à faire que ces savoirs d'experts se croisent avec le savoir d'expérience des gens et de postuler qu'on a des savoirs différents mais qui sont égaux. Et je pense que ça, c'est un peu la base de tout et qui fait que... je pense que, en tout cas, c'est pas je pense en fait, parce que c'est ce qui est ressorti dans les entretiens, c'est quelque chose qui a fondé un peu l'expérience collective, qui a fait qu'à un moment donné, la somme d'individus est devenue un groupe, est devenue un collectif, et c'est un peu reconnu dans cette dynamique démocratique. Voilà, après j'ai plein d'autres trucs à dire, mais peut-être... Ouais, on va passer à la suite. Voilà. Justement, pour nous adresser aux oui, Merci beaucoup, Pauline. Je m'adresse de nouveau aux habitants et habitantes de vos villes respectives. À travers vos expériences dans les groupes dans lesquels vous avez participé, est-ce que vous pouvez nous parler de moments ou d'étapes de construction de la caisse qui vous ont semblé essentielles pour aboutir à ce projet final ? Moi, les moments les plus importants pour moi pour la constitution de ce projet, c'est tout ce qui était atelier et formation d'appropriation sur les enjeux de l'alimentation, sur le gaspillage alimentaire, sur le labeur des paysans, des producteurs, toutes les maillons du système alimentaire, quoi. Et ça a été très très intéressant et je me rends compte
que je n'y connaissais rien du tout, et que tous ces savoirs m'ont permis de me faire ma propre connaissance sur ce sujet et de pouvoir aider, de construire ensemble un projet qui tienne la route. Et j'ai vraiment apprécié ces moments parce que c'était vital avant de pouvoir s'engager vraiment, en fait, de savoir de quoi on parle pour pouvoir décider correctement pour nous tous. Voilà. Eric ? Donc bon, pour moi, à mon avis, moi je pense que pour pouvoir réussir à un projet quel qu'il en soit, c'est que déjà, il faudrait que, déjà à la base, pour qu'elle soit solide, et qu'il puisse y avoir une mixité sociale. C'est-à-dire que de regrouper des gens qui sont dans une situation de précarité et ceux qui ne le sont pas. Justement, le problème de pouvoir sortir de son confort quand on fait partie du groupe, on a fait déjà partie d'un groupe, où on a pris le temps de bien se connaître, le fait de sortir de son confort et à rencontrer d'autres gens, ça déjà en soi, ça met déjà un frein. Donc du coup, la prise déjà de connaissance de chaque individu dans le groupe est déjà assez important, parce que déjà on ne se connaît pas. Il faut qu'on connaisse déjà dans l'ensemble comment les gens fonctionnent, déjà dans le milieu précaire et ceux qui ne l'est pas. Donc, et du coup, voilà, et à partir de là, on peut poser déjà, faire une charte et bon, là j'entends mieux. Vous attendez mieux? Vous attendez déjà bien, d'accord. Donc du coup, voilà, donc du coup après on peut plus facilement, aisément de construire déjà les bases dans le règlement, dans les prises de décision. Et le fait déjà aussi en tant qu'une personne qui est en précaire, qui se sent déjà mis de côté, être invisible aux yeux des autres, on a du mal à vouloir prendre la parole parce qu'on se dit on n'a pas notre place, parce qu'on n'a pas le même savoir. Et le fait que si on arrive à faire tomber déjà ces barrières, à ce moment-là, on peut se poser déjà les bonnes questions et on peut pas et le fait de pouvoir s'écouter, de ne pas se juger, c'est très important, d'accepter la personne telle qu'il est avec ses propres mots. Et donc du coup, après, on peut mieux avancer, on est dans une confiance. Et donc à ce moment-là, les choses peuvent avancer plus sereinement. Et le fait qu'aussi, de rencontrer aussi, voilà, le fait aussi, j'ai oublié de dire quelque chose aussi d'être important. C'est vrai que le fait d'être acteur, quelqu'un qui vit dans sa précarité, il oublie ça. À un moment donné, quand on est accepté, on s'implique davantage, on retrouve une certaine dignité, on a un peu plus confiance en soi, et à ce moment-là, on est plus en capacité d'aller vers l'avant. Donc voilà. Donc et après, le fait qu'aussi, après c'est le dernier point, et le fait aussi de rencontrer aussi des professionnels, ça aide aussi à clarifier les choses pour pouvoir mieux définir et à se dire, eux rentrent dans les critères, dans le conventionnement dont on s'est fixé. Merci. Et Michaëlé, à Montpellier, pour vous, quelle a été une étape ou un moment qui vous a semblé essentiel ? Je pense que c'est le lancement de la caisse. Ça a été mémorable. Le 28 janvier, on s'est retrouvés dans une grande salle communale. On attendait à peu près 300 personnes. Il en est venu plus de 500 qui nous ont écoutés pendant 5-6 heures. Beaucoup debout. Différents témoignages des membres du comité citoyen. On a visionné un petit film qu'on a fait entre nous également. Et ça a été une grande journée, une belle journée. Le fait que, comme je disais, c'est vrai que le comité citoyen est formé de différentes personnes, de différents milieux socio-économiques. On le retrouve aussi dans la cotisation, puisque certaines personnes payent 1 euro de cotisation et d'autres vont jusqu'à payer 170 € pour permettre à d'autres de mieux manger. Voilà, donc c'est tellement beau à voir et que chaque parole soit entendue et à sa juste valeur. Personne n'a jamais tort. Tout le monde peut être écouté, tout le monde a quelque chose à dire. Et ça, c'est génial. Merci.
Et ensuite, peut-être, Pauline ou Marjorie, et selon vos travaux de recherche, qu'est-ce que vous avez constaté qui était important pour les personnes que vous avez pu interroger, pour leur empouvoirment et permettre un fonctionnement démocratique dans les comités citoyens ? Je pense que vous avez déjà dit pas mal de choses là sur comment une expérience collective peut amener des personnes à être reconnues tout simplement. Dans la définition de la justice sociale, la question de la reconnaissance, elle fait complètement partie. C'est-à-dire que oui, il y a de la redistribution matérielle, économique à faire, mais il y a aussi tout un travail de reconnaissance à faire aujourd'hui. Et encore plus peut-être dans nos sociétés, comme on a dit tout à l'heure, ultra rapides et finalement ultra discriminantes. Donc ce sentiment de reconnaissance, je crois qu'il est partagé par beaucoup de participants et je dirais même par des participants, comme disait Michaëlé, de différentes conditions socio-économiques. Cette idée qu'on va se retrouver à plusieurs, se reconnaître les uns les autres, agir ensemble pour une cause qui devient commune. Je pense que c'est tout le processus qui s'est engagé avec ce comité citoyen. Donc il y a des éléments plutôt personnels, la confiance, l'estime, et puis il y a des choses beaucoup plus collectives, et c'est ça qui est aussi intéressant de comment on se met finalement à se battre pour quelque chose qu'on a en commun, même si on n'a pas du tout le même quotidien ou le même mode de vie. Je pense que c'est important de noter aussi cette question de la démocratie, le grand mot de la démocratie, qu'est-ce qu'on met derrière ? Le fait que dans une expérimentation comme la nôtre ou comme les autres caisses, finalement les décisions soient mises en application de manière assez rapide. Je pense que ça c'est essentiel dans le processus et dans le fait que les gens peuvent réellement s'approprier ce comité ou cette caisse. C'est-à-dire que c'est pas je parle, je donne mon avis, je dis ce que j'aimerais et puis un jour peut-être de manière hypothétique ce sera mis en application. Non, là, vu que c'est expérimental, on fait des allers-retours, on parle et on agit en permanence et on réajuste. Si c'était pas bon, c'est pas grave, on peut se tromper, on peut faire différemment. Je pense que c'est le principe même de l'expérimentation qui est important. Donc on met en acte des choses. Donc quelque part, on pourrait dire qu'on introduit une part de démocratie directe dans notre système, qui est une démocratie représentative, mais là on y met une dose de démocratie directe, et je pense que dans les temps politiques qu'on connaît, dans cette défiance en fait, dans ce fossé, comme on dit, démocratique qui se creuse et qui s'installe entre, on va dire, le peuple, la population et les représentants, je pense que c'est essentiel d'aller vers ça. Nous, une des choses qu'on observe, c'est qu'au-delà des questions d'alimentation, on voit quelque chose qui est de l'ordre de faire démocratie. Et comment on peut faire ça aujourd'hui ? Alors, c'est local, c'est à petite échelle, et on aura de cesse de le rappeler, mais ça existe et c'est possible. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément très important. Et puis, c'est les effets qu'on commence à observer. Je ne sais pas si je les développe un petit peu maintenant ou tout à l'heure. De voir que, oui, concrètement, ça a des effets sur différentes dimensions. J'ai noté tout à l'heure la réflexion sur le temps qu'on consacre ou pas à la cuisine. Oui, on est dans une accélération des rythmes de vie qui est absolument gigantesque, qui est lié à notre système moderne, libéral, capitaliste, etc. On nous demande une productivité toujours plus forte, toujours plus efficace. Et ce qu'on a noté dans les retours des participants, c'est que finalement, la caisse alimentaire, c'est une forme de contrainte, puisqu'on a toute une part de notre budget qui doit être dépensée dans certains lieux. Donc on pourrait se dire, et ça c'est une des choses qu'on voulait regarder, est-ce que c'est une contrainte forte pour les participants et jusqu'où ça marche ? Et en fait, oui, ce qui ressort, c'est que c'est une contrainte, mais finalement une contrainte peut-être qui libère. Une contrainte qui permet de se dire, en fait, je sais où aller. Donc je réorganise mon circuit de course. Donc au début, c'est un peu bousculant. Je peux plus faire tout à fait comme d'habitude. Mais une fois que j'ai reconstruit mon circuit d'approvisionnement, finalement, c'est quelque chose qui va m'aider, peut-être, psychologiquement, à aller faire mes courses et à reprendre d'autres habitudes. Et en plus, il y a un effet d'entraînement collectif parce que je suis pas le seul à le faire. Et je pense que ça aussi, c'est important. On n'est plus sur une approche individualisante où on va dire, l'individu doit manger autrement, faire ses courses autrement, tout seul dans son coin. Là, il y a une dimension collective. Les autres le font aussi. Et ça va m'aider aussi à faire autrement parce que je m'inclus finalement dans une démarche qui est beaucoup plus large que juste moi tout seul avec mes petits moyens, etc. Voilà, quelques éléments qui comptent, je pense. Et à travers tout ce processus de construction des caisses, est-ce que vous avez rencontré des frustrations, des moments un peu plus difficiles ?
Donc, si, admettons, lors des prises de décision, si, admettons, sur un thème, admettons, par exemple, sur le gaz à effet de serre, et que, bon, après, si sur la prise de décision, je dois dire non, oui ou non, mais le fait que même, vous voyez, j'ai du mal encore réellement à bien intégrer et à comprendre ce que c'est que vraiment ce terme-là, et bien à ce moment-là, vu qu'on est déjà en fonction, déjà en confiance, à ce moment-là, je m'abstiens et je ne m'y oppose pas, donc c'est sans avis. Comme ça, je fais confiance au groupe et la décision qui aura été prise, eh bien, je serai en accord. Ok, merci. Alors, niveau frustration, pas trop. Le seul regret, c'est le manque de temps. Voilà, on parlait du temps tout à l'heure au terme de production, de distribution, enfin, tous les acteurs, on manque de temps en fait dans cette thématique. Le temps pour approfondir vraiment en détail les sujets. Par exemple, sur la pêche. La pêche, moi, c'est un truc, je découvre quelque chose. Il y a plein de normes qu'on ne connaît pas. Nous, on fait juste de manger, alors qu'ils ont des contraintes, même en termes d'agriculture bio et tout ça, ils ont des contraintes, mais de fou. Et on n'a pas cette notion de... Nous, on mange le produit fini, on va dire, que leur production, et eux, ils ont dû mettre, tant d'efforts, de temps et de peine à nous fournir ça. Et le fait de ne pas pouvoir développer un peu plus là-dessus, c'est un petit peu frustrant, mais on manque tous de temps. Et c'est vrai que nos ateliers, ça dure 2 heures toutes les 15 jours, il faut se limiter. Mais voilà, ma seule frustration, c'est celle-ci. Et cette contrainte de temps, c'est quelque chose qui revenait dans vos études aussi ? Oui, clairement, c'est le premier point qui revient systématiquement chez tout le monde. Mais ça s'exprime de manière complètement différente. Donc là, toi, Lenka, tu l'exprimes comme quelque chose... voilà, il te manque du temps pour avancer, pour pouvoir voir un peu plus, aller farfouiller plus dans ces ateliers d'appropriation. Voilà, il y en a d'autres aussi qui sont en demande de ça. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui veulent que ça avance. Voilà, on a envie que ça se mette en place, on a envie en fait de faire changer le système. Voilà, il y a différentes échelles et d'envie par rapport à cette temporalité. Et voilà, et entre tout ça, évidemment, tout n'est pas un extrême à l'autre. Il y a d'autres personnes qui s'accommodent aussi de ça, de ces contraintes temporelles, en faisant confiance au groupe, et notamment aussi grâce à la coordination qui est très attentive aussi à équilibrer ces contraintes temporelles aussi, les dynamiques de groupe, les dynamiques collectives, la passation des prises de parole. Et voilà. Mais voilà, donc vraiment, il y a on veut que ça avance, mais en même temps, ça va trop vite. Et c'est aussi hyper compliqué, je pense, dans les dynamiques collectives de pouvoir ajuster ça. Mais là, en fait, beaucoup veulent qu'il y ait une caisse qui se lance. Et comme tu disais, Pauline, juste avant, il faut qu'il y ait de l'action, en fait, que ça agisse pour pouvoir sentir quelque chose et pas s'enterrer dans des oui, peut-être, ça serait bien. Donc voilà, donc le temps, c'est vraiment un point qui est ressorti sur pas mal de choses, mais là notamment sur l'organisation du groupe. Et après, le temps, ça touche plein d'autres choses. Les temps de la cuisine, faire les courses, tout ça, quoi. Et c'est surtout pour avoir du temps pour bien... est-ce qu'on prend la bonne décision ? Est-ce qu'on maîtrise assez le sujet pour prendre la décision juste pour tout le monde ? Parce que ça n'implique pas que nous, en fait. Ça implique aussi la suite de ce projet au long terme. Donc, c'est dans ce sens-là. Moi, il me manquait du temps pour dire, est-ce que je suis assez compétente pour pouvoir prendre cette décision sur ce sujet ? Voilà, tout simplement. Et justement, comme vous dites, dans la construction d'une caisse alimentaire, on est amené à prendre plein de décisions et il y a de nombreux sujets à débattre. Quels critères de conventionnement, quel magasin, quel producteur, quelle épicerie, comment choisir le montant des cotisations mensuelles, etc., etc. Et donc pour toutes ces décisions, est-ce qu'il y a des moments parfois de blocage ou de désaccord ? Eh bien, nous, avec le Comité citoyen de Montpellier, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, toutes les décisions ont été prises en consentement, en consensus.
En consensus. Voilà, tout le monde était d'accord. Il y a eu quelques fois où c'était par consentement. Nous sommes un nombre impair, de façon à ce que si un jour une décision doit être prise par vote, ça puisse être décidé. Est-ce que vous pouvez détailler consensus, consentement? Ok. Alors, ça fait partie du processus du comité citoyen de s'intéresser comment on prend des décisions collectives, parce que voilà, on fait pas tous cet exercice-là. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend d'ailleurs, et c'est bien dommage. Donc le consensus, ça veut dire qu'en gros, il n'y a aucune objection, il n'y a aucun désaccord. On a suffisamment présenté les arguments, détaillé les enjeux pour qu'il y ait une sorte d'unanimité sans vote. Et le consentement, en gros, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes dans l'assistance qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais qui vont quand même pouvoir vivre avec cette décision. Voilà. Et après, voilà. Oui, comme disait Eric tout à l'heure. Voilà, il y a le vote à la majorité, qu'on connaît un peu mieux, et c'est vrai qu'on n'a jamais trop utilisé. Mais voilà, peut-être juste pour rajouter sur ce que dit Michaëlé, dans les limites, dans les frustrations, dans ce qui peut ressortir, parce que forcément, il y en a, c'est que finalement, on n'est jamais assez démocratique et que c'est un exercice permanent. Il faut se réengager tout le temps. Les rapports de domination qui sont à l'œuvre dans la société, on les retrouve dans un comité citoyen de l'alimentation, même si on a mis le cadre le plus propice. Oui, il y a de la reproduction, forcément. Et déjà, le visibiliser, savoir en parler, le mettre sur la table, voilà, c'est déjà un premier pas pour essayer de déjouer ces rapports-là. Et puis, voilà, je voulais juste réagir pour dire que cette question de la temporalité, elle nous met vraiment à l'épreuve dans ces expérimentations. Il y a le temps des citoyens, il y a le temps des professionnels, il y a le temps des producteurs et des productrices, il y a le temps des financeurs. Et il faut articuler tout ça pour que tout le monde s'y retrouve et pour pas qu'une logique prenne le pas sur une autre. Et surtout pour garder centrale cette logique citoyenne qui est, à mon avis, le cœur de ce qu'on est en train de faire. Et voilà, c'est tout. Merci. Et pour les caisses à Toulouse, est-ce que vous avez rencontré des blocages? Est-ce que vous aviez les mêmes outils pour les surmonter que ce qui a été évoqué? Donc, le sujet où il y a de blocage, le sujet qui a été bien sensible, ça a été le sujet de la cotisation. Pour pouvoir définir le seuil de cotisation que chaque individu devrait comment dire ça, pas investir, mais mettre la main dans la poche pour pouvoir cotiser. Il y a eu de nombreux désaccords, donc il y a eu à peu près, je crois, sur 2 réunions, on avait encore toujours des difficultés à s'entendre. Et bien, suite à des réflexions, on a pris le problème sous un autre angle. Vu qu'on n'avait pas encore défini, on n'avait pas encore trouvé des producteurs, à ce moment-là, nous avons mené notre enquête pour savoir qui était d'accord pour pouvoir contribuer à ce fonctionnement. Et le temps que nous avons impliqué beaucoup d'énergie là-dessus, les organisateurs, tout ça, peut-être, il n'y avait pas qu'eux, et peut-être d'autres personnes, avait réussi à trouver la solution de cette complexité de cotisation. Et donc, du coup, après, par la suite, ça a convenu tout le monde. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Non, mais c'est très clair. C'est clair. Oui. Et Lenka Nous, il me semble que sur Toulouse-Nord, on n'a pas eu trop de désaccords. Ah, vous m'entendez pas? Si? Vous m'entendez ou pas? Oui. Il me semble pas qu'on ait eu de gros désaccords. On a eu beaucoup de débats, de discussions, d'argumentations, mais je n'ai pas souvenir, soit j'étais pas là, mais il n'y a pas eu de clash ni de désaccord. Et est-ce que pour vous, c'est grâce à certains outils qui ont été utilisés Bien sûr, tous les outils qu'on a lesquels? vus. Oui. C'est pareil, tous les processus de décision, on l'a construit ensemble. Donc forcément, on est tous convaincus de ce qu'on fait en fait, parce qu'on est vraiment acteurs de cette prise de décision et de cette prise de décision et de construction. Comment on décide si quelque chose est juste ou pas pour nous tous. Et comme on l'a fait ensemble, forcément, c'est plus facile, beaucoup plus facile. Merci.
Vous avez quelque chose rapidement à ajouter ? Non, je disais, voilà, un peu dans les limites de l'exercice aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir au sein d'un comité, par exemple, d'une 50aine de participants, on va avoir des gens forcément qui sont plus ou moins proches de la décision. Et d'autres qui vont être peut-être plus spectateurs aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces dynamiques à être vigilant et à toujours essayer de veiller à ce qu'il y ait une bonne appropriation des décisions. Et ça, parfois, ça prend du temps. Le côté conflictuel, je pense qu'il arrive aussi avec le temps long. Au début, il y a de l'enthousiasme, on a envie que ça marche. On y va, on s'engage, on ne va pas mégoter pour ceci, pour cela. Mais je pense que l'exercice qu'on a aussi à faire, c'est de laisser de la place à cette conflictualité, à faire en sorte que, le groupe, il peut aussi débattre, il peut aussi ne pas être d'accord. Et ça s'anime aussi peut-être d'une certaine manière. Et juste pour dire que nous, on a vécu un moment quand même de tension un peu fort, il n'y a pas très longtemps, notamment autour de la création d'une association, Caisse Alimentaire Commune. En fait, on avait fonctionné jusqu'à maintenant en collectif informel. L'expérimentation était portée par des associations déjà existantes. Et là, on vient de créer l'association dédiée, ad hoc. Et là, on sent que oui, voilà, c'était déjà une forme d'institutionnalisation, quelque part, de cette dynamique citoyenne. Et là, ça a créé des tensions, ça a créé des crispations. C'est la question du pouvoir, quoi. C'est-à-dire qui va décider, qui va avoir des rôles plus importants. Enfin, voilà. Merci. Et pour terminer, parce que malheureusement le temps file, pour finir en une phrase, si vous pouviez vous projeter dans 5 voire 10 ans, à quoi est-ce que vous aimeriez que votre caisse ressemble ? Quel fonctionnement, quel impact sur vous, sur le système alimentaire ? Vague question. Eh bien, moi, c'est assez simple. J'aimerais qu'il n'y ait plus de caisse et qu'il y ait simplement la sécurité sociale de l'alimentation. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, je vais pas rajouter un mot de plus à ça. Voilà, merci. Eh bien, moi, j'aimerais que vous saviez que le projet s'étende à l'échelle nationale et que ça puisse toucher toutes les classes sociales pour que tout le monde puisse manger correctement à égalité. Merci. Merci beaucoup à vous 5 et vous pouvez rester pour le moment questions. Je ne sais pas si vous avez des questions dans l'Assemblée. C'est pas une question, c'était par rapport aux tensions, où je disais que ce qui m'avait beaucoup aidé personnellement, c'était qu'on s'engageait pour 3 mois et qu'on pouvait revoir les choses dans 3 mois si on s'était planté. Pour moi, ça a été le fait que les conflits dont vous parlez, c'était pas important, puisque de toute manière, on allait pouvoir revoir ça si c'était pas bon, quoi. Voilà. Je repère. Je donne d'abord la parole au fond. Bonjour, je suis Bibi, Caisse S. Alors, le noyau. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que vous avez... comment on va dire Alors, vous avez certains aliments que vous n'avez pas conventionnés, genre l'alcool et la viande. Ça c'est la première question. Est-ce que dans une famille, on a droit, comment on dit ça en français, on peut conventionner 2 personnes dans la même famille, le père et la mère, ils peuvent cotiser tous les 2, avoir 100 €. Et si vous pensez aussi que 100 € est suffisant pour une famille, voilà. Je peux répondre pour Montpellier ? Donc 100 €, non, c'est pas du tout suffisant. C'est loin d'être suffisant. En fait, le choix des 100, enfin en tout cas sur Montpellier, le choix des 100 € par foyer, ça a été aussi un choix du comité citoyen, un peu dans la logique de ce que je disais tout à l'heure. On avait un budget de départ, mais qui n'était pas énorme d'ailleurs, qu'on a fait grossir petit à petit. Et surtout, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner les cotisations. Et donc, ils sont partis sur le 100 € par foyer,
un peu de la même manière, c'est-à-dire pour quand même pouvoir toucher un maximum de foyers avec cette expérimentation et pas que ça reste concentré que sur voilà, une cinquantaine de foyers. Mais c'est quelque chose qu'on va faire évoluer, c'est-à-dire qu'en janvier, on démarre une deuxième phase et là, en fait, on va moduler le montant de Mona en fonction de la composition familiale. Parce que ce qu'on regarde et ce qu'on observe en gros sur l'impact de la Mona sur les pratiques alimentaires, effectivement pour une famille, en fait, 100 €, c'est une part trop faible du budget pour pouvoir avoir un effet sur les habitudes et sur voilà, d'autres manières, on va dire, de s'approvisionner et de se nourrir. Donc ça, c'est un élément important. Et la première question, c'était... Pardon ? Ah, la viande et l'alcool. L'alcool, non. C'est pas conventionné, c'est uniquement l'alimentation. Par contre, la viande, oui. Et vous pouvez noter qu'on a un certain nombre de participants qui utilisent la Mona pour acheter de la viande. Parce qu'en fait, la chose intéressante sur la viande, c'est que c'est un levier de transition, bifurcation écologique fort, mais c'est aussi un gros marqueur de pauvreté. Et donc, on a une certaine partie des participants qui vont utiliser la Mona pour acheter de la viande de qualité. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui est assez important, finalement, dans ce qui ressort et sur lequel on travaille aussi. Alors, actuellement, il n'y a pas de viande halal conventionnée par la Caisse. C'est quelque chose qui n'a pas encore été réellement mis sur la table du comité citoyen, mais c'est quelque chose qui va arriver, je pense, et qui va faire l'objet d'une discussion. Pour l'instant, ce qui est intéressant peut-être à noter, c'est que dans les entretiens, ce dont les gens témoignent, y compris des gens qui peuvent avoir voilà, des habitudes alimentaires liées à leur religion, c'est que la Mona, la Caisse, c'est ce qui est commun. Finalement, parce que comme je disais, 100 € sur un budget alimentaire, c'est pas tout le budget. Donc en fait, à côté, on continue de faire des achats, de faire des courses, etc. Et donc finalement, ce qui ressort, c'est de dire, finalement, la Caisse, c'est ce qu'on a en commun, c'est ce qu'on mange en commun. Et puis pour ce qui est plus particulier, pour ce qui est plus singulier, finalement, je fais avec mon autre budget. Encore faut-il que l'autre budget existe. Et là, on va retomber sur les mêmes limites de l'aide alimentaire, etc. Bonjour, Denis, membre du comité SSA de l'Aude, à Lézignan-Corbière. Une question simple, techniquement, est-ce qu'il y a des employeurs, des entreprises et des syndicats de salariés qui se mobilisent auprès de vous pour instaurer la cotisation directement dans les entreprises ? Qui se mobilise spontanément, pas tant. Par contre, c'est quelque chose qu'on a commencé à travailler sur donc, le fameux modèle économique de la Caisse. Et donc, on est en contact actuellement avec des entreprises, donc plutôt de l'économie sociale et solidaire, pour tester une cotisation d'entreprise en fait, à la Caisse. Donc, ce qui a été envisagé actuellement, c'est une cotisation salariale et une cotisation patronale avec du coup une dimension solidaire, puisqu'en gros l'idée c'est que au final ça ferait une cotisation de 120 € pour 100 Mona, voilà, par salarié. Donc c'est des réflexions qu'on mène, voilà, mais plutôt de manière volontariste, on va dire, avec des entreprises volontaires. Bonjour, Aurore, j'habite Gaillac, pas loin de Toulouse. Et avec une association, bientôt on va faire un événement de sensibilisation à la sécurité sociale de l'alimentation. Et là je vois du coup en vous écoutant que ça demande du temps, de l'énergie, de l'humain, aussi j'imagine derrière du financement pour organiser en amont toutes ces réflexions et mettre en place une caisse alimentaire. Du coup, quel conseil vous donneriez à des associations ou des citoyens qui souhaiteraient mettre en place une expérimentation, voilà, et qui partent un peu de zéro. Voilà. Ouais, je pense que Sarah pourrait mieux répondre. Mais on l'a dit, enfin, vraiment le gros point c'est la temporalité, faites pas les choses trop vite, prenez le temps de mobiliser les gens, d'avoir une grande diversité des profils, de manière à ce que tout le monde soit inclus, intégré, voilà, toutes les strates sociales, toutes les cultures aussi. Et ça, cette phase de mobilisation, ça prend du temps, ça prend énormément de temps et en fait ça peut même continuer après. Donc ça c'est vraiment une chose sur laquelle il ne faut pas lésigner.
Et après, les sous, les subventions, mais ça c'est une grande difficulté qui peut aussi impacter aussi ces temporalités. Donc là, ça, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais voilà. Après, c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui est en poste là-dessus, qui est payé pour faire ça, évidemment, ça aide vraiment à faire avancer les choses. Hein. Sarah à la coordination, il y avait Jean-Baptiste aussi. Donc voilà, c'est des personnes qui peuvent consacrer beaucoup de temps à ça, alors que c'est vrai que les citoyens, une fois toutes les 2 semaines, ça ne fait pas avancer les choses aussi vite que quand quelqu'un est salarié sur ce type de projet-là. Voilà. Si je peux apporter une réponse en complément, du coup je travaille sur la caisse commune en Ariège. Et à Saint-Gaudens, ils avaient le même problème dans le Comminges, où ils avaient personne, et du coup ils ont pris le parti, et c'est un peu ce qu'on a fait en Ariège aussi, de construire quelque chose d'assez opérationnel rapidement, avec des commerces conventionnés et des associations de solidarité, des citoyens, et de faire un cadre opérationnel rapide, c'est-à-dire que très vite on puisse avoir une association à laquelle ce soit possible de cotiser, et qu'on puisse ensuite agréger sur de l'existant, pour pas qu'il y ait l'impression de faire des événements de sensibilisation un peu dans le vide. Je parle pas pour vous, c'est juste qu'on a très peu de moyens. Quand les gens viennent une fois, ils ont envie de s'engager tout de suite. Et donc il y avait cet enjeu de proposer quelque chose de très opérationnel tout de suite. Et en Ariège et dans le Comminges, du coup, c'est cette voie qui a été prise. Il y a d'autres questions? Moi, c'est une réflexion que je me fais. Je suis dans une AMAP, je suis dans des circuits courts. Et si tous ces gens-là ne sont pas dans la caisse, je me pose la question où je vais aller. Puisque je ne sais pas exactement, j'ai posé la question, mais personne ne m'a répondu. Quels sont les gens qui sont conventionnés à côté de chez moi? Parce que je n'ai pas envie de prendre ma voiture pour aller dans une biocoop. Je ne vais pas dans les biocoop. J'ai tout en circuit court, au marché, dans mon AMAP. Voilà, c'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui va se passer si ceux qui ont été conventionnés, que je ne connais pas, ne correspondent pas? S'il faut que j'aille courir dans une biocoop, ou si l'AMAP que je soutiens depuis 10 ans n'y est pas, si le producteur de poissons que je soutiens n'y est pas, et si les gens du CABA, d'où j'arrive de mon CABA, là, enfin, CABA c'est nos circuits courts, s'ils n'y sont pas, comment vais-je dépenser mes 100 €? Moi, la réponse que je donnerais, c'est on s'engage pour 3 mois. Donc j'ai envie de dire, pour 100 € 100 Mona par mois, testez pendant 3 mois. Et si ça ne vous convient pas, vous êtes libre de repartir. Si ça ne correspond pas, il y a cette possibilité-là. Mais ce n'est pas un engagement à vie, il faut tester et voir si ça correspond à votre façon de vous alimenter. Et moi j'ai une autre réponse. C'est très simple. Vous adhérez donc à une des caisses, soit la Sud, soit la Nord, et vous venez proposer les producteurs qui sont pas loin de chez vous, que vous allez voir, etc. Vous les proposez. Et vous venez, vous rentrez avec nous les citoyens. Et avec les différentes... vous allez leur poser les questions, les questionnaires qu'on a fait, nous, par exemple, à la Caisse Alim Nord. Vous allez voir ces producteurs, vous leur posez toutes les questions, etc. Et ensuite, on échangera ensemble et on décidera tous ensemble si on peut les conventionner ou pas. Vraiment, engagez-vous avec nous, parce que c'est vraiment ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de citoyens qui viennent s'inscrire à la Caisse Alim, mais qui viennent aussi pour s'engager avec nous, parce que nous, aujourd'hui, on est, je ne sais plus combien on est, mais vraiment engagés, on doit être une vingtaine, quoi. Et à 20, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de producteurs, parce que c'est un boulot fou, quoi. Et on avait envie d'en avoir plus, mais on s'est rendu compte, là, il faut la lancer, la caisse. Il faut la lancer, donc venez nous aider, quoi.
on va pas jouer au jeu des questions et réponses entre nous, mais enfin, il faudrait quand même se poser la question. On a, au niveau de la base du terreau qu'on a fait sur Amonville, autour de Caracol, un certain nombre de réactions qui nous sont venues par le fait qu'on se suffisait un peu à nous-mêmes, dans nos propres réseaux, en montant le CABA, en montant les AMAP, en montant un certain nombre de sujets, les réseaux Floréal, les réseaux du Gros Chat et ainsi de suite. Et la question de fond, c'était, mais entre bobos, là, on se va, on est bien, quoi. On est tout à fait... Mais on se posait à ce moment-là la question de... Et on n'est pas tout seul au monde, et il est important quand même de se repositionner avec les outils qu'on a dans la réalité sociale dans laquelle on est. Et c'est là, effectivement, qu'il nous a paru important et essentiel, avec Sarah, de poser Kalimpot, donc Caracol, alimentation pour tous et pour toutes, dans le schéma social, politique, régional et départemental, en disant, là aussi, malgré que d'une certaine manière on soit dans une certaine prolongement, il y a effectivement une antériorité au niveau du Conseil de la Résistance dans cette espèce de partage qui était essentiel au moment de l'après-guerre, il fallait revenir vers ces notions-là tout en bifurquant d'un courant général dans lequel on était embarqués les uns et les autres. Mais il y a quand même un fondement, je dirais, profond et politique dans ce qu'on met en place dans les terreaux sociaux et humains dans lesquels on vit. À partir de là, eh ben, je crois qu'effectivement, il faut donner une qualité de mobilisation à, je dirais, cette démarche qui est la démarche de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc je pense que Michel, elle faisait une question pour entendre cette réponse, mais je crois qu'elle est effectivement, elle, déjà aussi, dans les réseaux de Caracol, en recherche d'une signification, d'un sens profond de solidarité avec ce qui nous entoure. Alors, je voulais vous poser une question donc à tous, puisque c'est bon. Alors, comment avez-vous fait pour effectivement faire venir ces mangeurs et mangeuses, puisque sur Montpellier, vous êtes 500, ce qui est extraordinaire, et donc sur les caisses nord et sud, je ne sais pas combien donc de cotisants sont, et vous êtes 50 plus 50, d'accord. Comment avez-vous fait pour mobiliser effectivement ces gens, à les sensibiliser et puis à les faire cotiser ? Donc, il y a plusieurs manières. En fait, on a quand même consacré un certain temps à de la mobilisation citoyenne, on va dire, de base, hein, entre guillemets, donc créer des relations avec des gens. Donc pour ça, on s'est appuyé sur pas mal d'associations de quartier, sur des épiceries sociales et solidaires, sur le secours populaire aussi, des distributions d'aide alimentaire, et on a passé du temps, en fait, à discuter, à échanger, à donner envie à des gens de rejoindre la dynamique. Franchement, le premier atelier qu'on a fait pour créer le comité citoyen, on ne savait pas du tout combien de personnes viendraient. Hein. À chaque fois, il y a eu des stress quand même parce que des fois, on mobilise, on en parle, mais on ne sait pas forcément ce qui va revenir. Là, en l'occurrence, on a pu mobiliser donc, ces 50 premiers membres du comité citoyen, et on avait un objectif clair. Hein, on voulait vraiment que la moitié du comité soit des personnes directement concernées par la précarité. Donc, on ne s'est pas arrêté de mobiliser tant qu'on n'avait pas plus ou moins atteint cet objectif. Et je pense que c'est très important dans ce qu'on discute aujourd'hui. Il faut qu'on construise ces projets avec des gens concernés. On ne les rattrapera pas après. Ça ne marche pas. Voilà. Ensuite, on a fait des ateliers cuisine, des pique-niques dans les parcs, des projections de films à la fac pour toucher des étudiants. On a fait des balades d'alimentation dans les quartiers. Enfin voilà, on a fait plein d'animations, on dirait, pour essayer de faire venir du monde. Et ensuite, quand il a fallu donc mobiliser l'ensemble des 400 foyers, enfin 350 du coup en plus. Donc là, on s'est basé sur 2 méthodes. La première qui est un appel à volontaires avec un tirage au sort. Donc on a lancé un appel à volontaires dans les médias locaux, dans les réseaux associatifs et autres. Et ensuite, on a donc fait un tirage au sort en termes d'âge et de revenus pour avoir cette fameuse représentativité. Et d'un autre biais, on a travaillé avec des structures sociales, donc le CCAS, le conseil départemental,
pour tout ce qui est accompagnement des allocataires RSA, par exemple, des collectifs de soutien aux migrants, des assos divers et variés, qui, eux, ont pu proposer l'expérimentation à des personnes qui n'auraient pas répondu à un appel à volontariat, qui n'auraient pas été touchées en fait, par la communication, ou même s'ils avaient vu la communication, ce serait peut-être pas dit « tiens, j'y vais ». Et donc ça nous a permis d'avoir cette grande diversité de participants qui est précieuse, je pense, notamment pour le travail d'évaluation. Merci beaucoup à vous 5, merci d'avoir participé et merci pour les questions. On va pouvoir passer à la suite.